Vous vous êtes déjà demandé ce qu'est un responsable éditorial? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Quelles sont ses missions, son rôle, ses tâches? Eh bien moi oui. Et j'ai cherché sur internet. Mais je vous avoue qu'après avoir cherché, je trouve que l'information est encore assez floue. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de vous emmener et qu'on aille discuter avec un responsable éditorial. Ouais? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Marc-Antoine. Marc-Antoine, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Alors Marc-Antoine, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait ici? Alors aujourd'hui, on est à Saintes, dans les locaux de Aventuriers d'ailleurs, qui est le bureau, en même temps une boutique. C'est un espèce de tiers-lieu avec des planches originales et puis un endroit pour se poser, découvrir les livres aussi. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail ton nom, ton prénom, ton poste et tu l'as dit, on est à Saintes du coup en Charente-Maritime. Alors donc moi je m'appelle Marc-Antoine Fleuret, je suis co-gérant et directeur éditorial de la structure Aventuriers d'ailleurs, qui fait partie du groupe Bambou. Et donc je choisis les albums, les auteurs que j'ai envie de faire découvrir aux lecteurs français. Et là, du coup, comme tu l'as dit, on est dans un espèce de tiers-lieu, bureau et à la fois magasin, en quelque sorte. Oui, parce que c'est aussi un point de vente. Bon, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient à Saintes, mais c'est pas grave. C'est plutôt un endroit convivial et où on se sent bien pour travailler et échanger avec les gens qui viennent. Alors, tu as rejoint Bambou Édition en 2024. Tu es directeur éditorial des Aventuriers d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ton activité de directeur éditorial? Alors, principalement, c'est d'aller chercher... Alors, pour resituer, Aventuriers d'ailleurs, c'est une maison d'édition qui publie uniquement des auteurs étrangers, absolument pas d'auteurs français. Le but, c'est de faire découvrir des traits, des styles, des sensibilités, des cultures un petit peu différentes. Donc d'où le nom, en gros c'est de l'aventure qui vient d'ailleurs. Je passe pas mal de temps à essayer de chercher auprès d'éditeurs, de maisons d'édition étrangères que je connais déjà ou qu'on me recommande, auprès d'auteurs qui me font découvrir d'autres auteurs de leur pays. Je cherche aussi sur Instagram où je vais aussi à l'étranger sur des festivals de bande dessinée pour essayer de découvrir en fait des nouveaux auteurs, des nouveaux albums. Voilà, donc ça m'occupe pas mal, ça prend beaucoup de mon temps. Il y a toute une grosse partie également de traduction, puisque c'est moi qui fais les traductions, sachant qu'on est, même s'il n'y a pas énormément de livres, à peu près une dizaine de livres par an, ce qui n'est pas énorme, mais ce sont des livres souvent avec des grosses paginations. Donc le travail de maquette qui est fait par une personne du studio du groupe Bambou. Les maquettes sont assez compliquées à faire puisqu'il y a aussi pas mal de changements entre les versions originales et les versions françaises. Et la traduction me prend beaucoup de temps. Donc en étant finalement seul sur la structure, 10 albums par an, c'est du sport. D'accord. Donc pour résumer, tu vas chercher des titres à l'étranger via la prospection, soit dans des festivals étrangers, soit sur les réseaux, soit par des connaissances. Tu choisis des auteurs, tu les rencontres en direct ou par collaboration. Et ensuite, tu accompagnes les auteurs dans la création. C'est exactement ça.
Si je peux, évidemment, j'essaie de les rencontrer en direct, mais quand je pense notamment à Derek Loffman ou James Burke qui habite au Canada ou aux États-Unis, malheureusement, enfin, je les ai jamais rencontrés. Donc là, c'est des échanges soit par email, soit en vidéo. Pour moi, c'est hyper important de connaître les auteurs, même si, quand même, très souvent, comme c'est des achats de droits, je passe par... en fait, j'achète les droits soit à la maison d'édition, soit à un agent. Mais pour moi, c'est c'est hyper important de sauter le pas et de discuter directement avec l'auteur. Parce que comme j'en parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de changements entre les versions originales et les versions françaises. Et je ne veux pas faire n'importe quoi. Je veux que ce soit avec l'aval des auteurs. Notamment, Derek Loffman a eu des très mauvaises expériences avec des éditeurs qui ont fait n'importe quoi sans lui demander son accord. Moi, je ne veux pas ça. La moindre chose que je veux changer, j'en parle avec l'auteur. Il est d'accord ou il n'est pas d'accord. On fait ou on ne fait pas. Mais c'est vraiment une collaboration, en fait. Et du coup, de par le maquettage et toute cette collaboration sur les visuels des comics, finalement, c'est le fait de développer et de promouvoir l'image aussi du label. Tous mes livres, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient les plus beaux possibles. En fait, que la maquette soit le meilleur vecteur possible pour que les gens découvrent le travail des auteurs dans les meilleures conditions. Et on a des codes en France qui sont différents des codes anglo-saxons ou en Europe de l'Est, par exemple. Donc c'est pour ça, en fait, tous ces changements, c'est pas juste parce que j'ai envie de les faire et que ça me fait plaisir, oui. Parce que c'est pour obéir aussi à un marché et aussi, il n'y a pas de... C'est du bon sens, c'est-à-dire que si l'auteur est heureux du résultat final, si la communication, si la collaboration est bonne, eh ben, il aura envie de travailler avec moi, encore. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Okay. Pour revenir un petit peu sur le début du process, donc tu parles d'aller chercher des titres à l'étranger, donc tu te rends dans différents festivals étrangers. Ça a lieu à peu près combien de fois, ça, par an ? C'est de plus en plus, mais je dirais 5-6 fois par an quand même. D'accord. Et on est sur quel type de festival, dans quel lieu ? Par exemple, il y a 2 semaines, je suis allé dans un festival, le plus grand festival de BD en Hongrie. D'accord. J'essaie d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément... qui changent un petit peu parce que j'ai des moyens financiers meilleurs qu'avant, mais quand même assez limités, et ce qui est plutôt bien. Et donc, c'est à moi d'être astucieux pour essayer d'aller un peu dans des chemins de traverse. Je ne veux pas rentrer comme c'est de l'achat de droits, principalement encore une fois, même s'il y a un peu de création, mais c'est quand même principalement du rachat de droits. Ouais. Je ne veux pas rentrer dans le jeu des enchères avec les autres éditeurs. D'accord. Quand tu trouves un auteur qui pourrait t'intéresser via les réseaux, c'est en direct via les réseaux. Est-ce que c'est pas trop compliqué ? Parce qu'on sait que parfois les réseaux brident un peu aussi les connexions, les dialogues. Par exemple, l'auteur peut ne pas voir ou jamais voir ton message finalement. Ça arrive, mais c'est assez rare. C'est assez rare. Donc, par exemple, si je prends un exemple concret qui est... c'était avant-hier. D'accord. Je cherchais, je suis allé voir une maison d'édition aux États-Unis. J'ai regardé leur catalogue pour voir ce qu'ils proposaient. Et dans ce catalogue-là, j'ai identifié un album qui vient de Pologne. J'ai trouvé le dessin vraiment bien. Donc, je me suis renseigné sur l'auteur. Je suis allé voir, c'est une auteure que je ne connaissais pas. Je suis allé voir tout ce qu'elle avait fait. Donc, généralement, les auteurs ont des pages Instagram ou des sites Internet. Donc, c'est assez facile, en fait. Donc, j'ai vu qu'il y avait une vraie cohérence dans son travail. J'ai contacté, du coup, j'ai demandé à la maison d'édition qu'elle m'envoie les fichiers PDF de l'album. Pour vraiment aller plus loin que mon premier ressenti. Là, je trouve que l'album vaut vraiment le coup.
j'ai fait une proposition à la maison d'édition et en même temps, j'ai contacté l'auteur via Instagram. Encore une fois, je ne la connais pas du tout, je n'ai jamais parlé avec elle. Je lui ai envoyé un message sur Instagram pour lui l'informer de mon intérêt pour son album et de lui dire que son travail était super bien et que j'aimerais bien le publier. On ne sait pas si ça sera possible ou pas, mais voilà. Et en fait, la personne m'a tout de suite répondu. Et c'est ça se passe quasiment tout le temps comme ça. C'est très rare que des auteurs ne répondent pas. Donc en fait, il y a un dialogue tripartite, en quelque sorte, entre toi, la maison d'édition mère et l'auteur. Exactement. Et après, dans le process, je suppose, je peux me tromper, mais du coup que Bambou à un moment intervient aussi. Quasiment pas. Quasiment pas, d'accord. Donc en fait, tu es rattaché à Bambou, mais tu es relativement indépendant sur tes choix de publication. En fait, comment ça se passe aussi donc je sélectionne des projets et j'ai des... je suis pas seul dans mon coin. Il y a des réunions toutes les semaines. Je vais au siège, je pense à peu près toutes les 2 semaines. Et en fait, je fais part tout le temps à ma hiérarchie, en gros, des projets que je trouve. Je leur montre des choses, on en parle. Il y a des choses qui parfois, du coup, eux m'apportent une vision que j'avais peut-être pas forcément, et donc les projets, on décide de ne pas les faire, mais il n'y a absolument jamais rien qui est imposé, absolument jamais rien. Donc, tu as identifié un projet, tu as contacté l'auteur et la maison d'édition mère. Imaginons que le projet soit signé. Tu vas ensuite recevoir le projet, le lire, et ensuite te poser la question du coup du fait si effectivement ça rentre bien dans la ligne éditoriale des Aventuriers d'ailleurs. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai identifié un projet, même s'il n'est pas encore signé, si j'ai identifié le projet, c'est que je suis absolument convaincu qu'il rentre dans la ligne éditoriale. D'accord. Par exemple, si je reçois des choses qui peuvent me sembler bien, d'un point de vue graphique, par exemple, si je vois que c'est n'importe quoi, une histoire actuelle, policière, en fait, je ne ferai pas, quoi. D'accord. Ça rentre pas. Mon cadre est extrêmement, extrêmement précis, en fait. D'accord. Quand bien même, j'ajoute aussi, quand bien même, ça, c'est quand même une sécurité. Quand j'en parle avec, du coup, mes différents collaborateurs chez Bambou, eux aussi veillent à ce que je ne me disperse pas trop. Parce que le but, c'est quand même, la maison d'édition est jeune, et le but, c'est de l'installer sur la durée. Et donc, il faut pas, en plus en sortant quand même pas énormément de titres, donc il faut pas aller dans tous les sens. Ok. Dans la sélection des titres que tu peux faire, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Est-ce que c'est scénaristiquement parlant ? Est-ce que c'est graphiquement parlant ? Est-ce que c'est une cohérence entre les deux ? Tu disais par exemple là à l'instant que une histoire policière actuelle, c'est pas le genre de truc qui t'intéresse. Donc, est-ce qu'on est plutôt dans... Est-ce qu'il faut que ce soit de l'heroic fantasy principalement ? Voilà, qu'est-ce qui est important pour toi dans la sélection du titre, au-delà du fait que subjectivement, il faut que ça te plaise ? Alors, dans un premier temps, parce que, oui, évidemment, je pense que les titres, je les fais pour moi, honnêtement. Mais dans un premier temps, c'est un peu toujours le même process. Dans un premier temps, c'est toujours le dessin qui va me faire vouloir aller plus loin. Alors, il est possible, certainement même, que je sois passé à côté de projets hyper bien, qui étaient scénaristiquement hyper bien, mais parce que le dessin, parce que j'ai pas cette sensibilité pour ce dessin-ci, je suis pas allé plus loin. Or, peut-être que le projet était formidable. Mais moi, non, c'est toujours ça. C'est toujours le dessin d'abord. Et encore une fois, je me suis renseigné sur l'auteur, que j'ai pu voir une cohérence dans son travail. Et très souvent, j'ajoute aussi, c'est vrai que je choisis des auteurs qui font tout. D'accord. Et donc, quand je vois cette cohérence-là, donc soit j'achète un peu, donc soit je regarde sur Internet, ou j'achète tout ce qu'il a fait, même si c'est pas dans ma langue, mais pour voir vraiment si l'auteur sait où il va dans l'ensemble de son œuvre. Et donc, potentiellement,
si c'est quelqu'un avec qui je peux me projeter sur plus d'un album. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est pas juste on fait un album, ça marche pas, on passe à autre chose. Le relationnel avec l'auteur est hyper important. Donc c'est pour ça que j'ai besoin beaucoup d'échanger avec lui, de voir tout ce qu'il a fait. Mais au début, effectivement, donc j'ai identifié, si je prends cet exemple-là, j'ai identifié un trait qui me plaît. Je creuse, je vois que de toute façon, même je dis n'importe quoi, hein, mais même sans comprendre le russe ou le danois, je vois très bien si c'est une histoire fantastique sachant que moi j'ai plus une sensibilité visuelle. Dans tous mes titres, le visuel prend quand même beaucoup plus le pas sur le texte. C'est pour ça aussi j'ai publié quelques albums sans texte, c'est des choses que j'aime bien. Bot9 notamment. Exactement. Je vois aussi... ça permet de voir aussi la narration visuelle. Donc voilà, une fois que tout ça est identifié, ça va assez vite en fait. D'accord. Ouais. Donc tu te rends sur le festival où tu trouves un auteur sur un réseau, conversation tripartite, on t'envoie le projet, tu le lis pour creuser un petit peu et ensuite tu fais ta proposition financière. Ensuite, c'est quoi l'étape d'après ? Alors, entre ma proposition financière et le contrat signé, généralement, il se passe quand même pas mal de temps. Il se passe à peu près 2 mois. D'accord. Mais dans mon esprit, alors je touche du bois parce que pour l'instant, c'est jamais arrivé en fait, d'identifier un projet, de ne pas l'obtenir. Ok. Donc, en fait, j'ai déjà à ce moment-là, dans mon coin, parce que les auteurs ou la maison d'édition, ou alors j'ai acheté l'album en version originale, comme j'ai déjà l'intégralité de l'album, je commence déjà à travailler sur la traduction. D'accord. Même avant que le contrat soit signé, en fait. D'accord. Je prends de l'avance parce que ça me prend... la traduction prend quand même énormément de temps. Et le but, c'est... une fois que le contrat est signé, donc là, je reçois les fichiers sur lesquels on peut travailler avec les maquettistes. D'accord. Donc, d'abord la traduction et ensuite la maquette, mais je suppose que peut-être entre-temps, tu parlais notamment d'accompagner les auteurs dans la création. Ça arrive à ce moment-là ? Ça arrive à ce moment-là ou même un peu avant. Par exemple, si je sais ce qui est le cas, donc là j'ai identifié un album pour l'année prochaine, un album qui vient d'Amérique du Nord. D'accord. Album hyper bien, dessin hyper bien, le scénario hyper bien aussi. Il y a un problème, c'est en noir et blanc. D'accord. Et malheureusement, ça me désole. Moi, j'aime bien le noir et blanc, mais le noir et blanc peine énormément au niveau des ventes. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis pas très fan du noir et blanc, effectivement. Donc cet album-là, qui est top, en fait, il faut le mettre en couleur. Ok. Donc ça, dès le début, j'en discute. Alors pour le coup, là, il n'y a pas d'intermédiaire parce que je suis directement en relation avec l'auteur. C'est lui qui détient ses droits. D'accord. Mais s'il y avait eu un éditeur, j'en aurais informé l'éditeur et l'auteur en même temps. C'est-à-dire qu'au moment, quand on échange différents mails avant que je fasse une proposition, en fait, j'informe le fait qu'il y a une colorisation à faire, qu'il y aura une colorisation à faire, si l'auteur est OK pour ça, à quel prix. Et c'est ensuite, à partir du moment, il fait quelques tests, et à partir de ce moment-là, je fais une proposition concrète. Et après, ces propositions concrètes, c'est ajustable. Si je fixe un prix, l'éditeur ou l'auteur me dit non, finalement moi je veux que ce soit un peu plus haut, donc c'est un peu de la négociation après. D'accord. C'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive. Donc sur la traduction, tu passes combien de temps en moyenne sur la traduction, et est-ce que tu travailles à l'ancienne? Est-ce que tu as un logiciel de travail? Comment ça se passe? Alors moi je pense que je travaille un peu à l'ancienne. Donc directement sur le fichier? En fait, je reprends tous les textes. D'accord. Je fais donc c'est ça qui prend énormément de temps, surtout quand les livres sont à forte pagination. Donc je pense que déjà ça, à mon avis, ça doit me prendre une 15aine d'heures. Donc je ne vais pas non-stop, je deviendrai fou autrement. Et ensuite, je fais une première version, mais hyper vraiment, très...
enfin, vraiment, enfin, même plus que maladroite, vraiment, vraiment mauvaise. Mais ça permet d'avoir les grands axes. Et petit à petit, j'affine. Et ça me demande, il y a au moins 7 ou 8 versions. Entre la retranscription des textes et le résultat final. Parce qu'il y a le lettrage. Ça, rentre, ça je prends pas en compte. D'accord. Ça, je prends pas en compte. Je fais, moi, mes textes de mon côté sur Word, hein, bêtement. Donc, il y a au moins 7 ou 8 versions. Parfois aussi, je travaille avec beaucoup d'auteurs qui parlent très bien français. Même si c'est pas leur langue, ils parlent quand même très bien français. Et donc, il y a aussi un échange, il y a aussi un aller-retour avec eux. À un moment de mon avancée de la traduction, on en parle, eux me font des retours. C'est pas moi uniquement dans mon coin. D'accord. Et une fois que tout ce texte est calé, moi je l'envoie à la maquettiste qui, elle, pose les textes dans des bulles qui sont absolument pas dimensionnées. Parfois on reprend les bulles d'origine, parfois on dégage les bulles, on en crée des nouvelles. Mais dans la première étape du lettrage, finalement, c'est de poser les textes dans les cases, en fait. Une fois que ces textes sont posés, c'est envoyé à une correctrice, ou une correctrice. En même temps, parallèlement, il y a le maquettiste, du coup, peaufine ces bulles et les dimensionne correctement. Ensuite, il y aura une deuxième correction. Ça prend bien... ça prend bien 1 mois et demi, je pense. Ça m'arrive aussi, ça m'arrive également quand même. Ça peut m'arriver de faire appel à des traducteurs parfois. D'accord. En cas de difficulté ou de langue que tu maîtrises pas. Exactement. Le russe, par exemple. Ou le danois. Le danois. Ouais. D'accord. Donc toute la partie traduction est faite. Et là, du coup, on va partir sur la partie éditoriale. Donc la maquette, le papier, la couverture, etc. Là encore, c'est toi qui fais tout ce choix-là. Alors, de la mise en beauté, en quelque sorte, j'ai envie de dire, du livre. En fait, en amont, pendant que la maquette se fait, donc je disais, donc il y a ce travail de texte qui est mis en place et de maquette, ou même des trucs tout bêtes. Hein. Est-ce qu'on met des tours de cases, est-ce qu'on met pas de tours de cases? Donc il y a pas de vérité. Hein. Chaque projet est différent. Si parfois ça m'arrive de demander à des auteurs de créer des pages supplémentaires, ce qui a été le cas pour Don Cross par exemple, ou sur plusieurs autres albums, ou de modifier des cases. Parfois même, c'est les auteurs qui me disent « Ah, mais là, cette case, franchement, je peux faire mieux. » Donc parfois, ce sont les auteurs qui me proposent des modifications. Donc ça se fait en même temps. Sur les couvertures, on pourra peut-être y revenir un peu après, parce que ça se fait aussi dans le même temps, mais c'est quelque chose de plus spécifique. Donc pendant que la maquettiste travaille de son côté, nous, s'il y a des modifications à faire sur les fichiers, donc ça c'est l'auteur qui s'en charge. Et là effectivement, oui, il y a un accompagnement, on en parle avec l'auteur. En fait, à partir du moment où moi j'ai signé le contrat avec la maison d'édition, en fait, je la squeeze complètement. Je travaille avec l'auteur sur les modifications. J'informe en amont toutes les modifications que j'envisage à l'éditeur, mais après, je travaille directement avec l'auteur. On a ici Don Cross qui est sorti très récemment, que j'ai personnellement beaucoup aimé, de Derek Loffman. Est-ce que tu peux nous montrer l'édition originale pour qu'on se rende compte à un moment la différence entre l'arrivée et la sortie en quelque sorte. Ouais, on est déjà sur plus du tout le même format, donc il y a un retravail aussi au niveau des images. Alors, dans cet album-là, la version française regroupe ces deux one-shots. Donc, si sur celui-ci, l'histoire principale, on n'a pas changé grand-chose, on a revu le lettrage, on a des petites modifs, mais vraiment pas grand-chose. Sur la première histoire était en noir et blanc. Donc là, en discutant avec Derek, c'est vrai que je me souviens au début, il n'était pas super chaud pour
pour l'ajout de couleurs. Donc là, ça, il l'a fait pour la version française. Et le souci, c'est qu'il fallait, ces deux histoires indépendantes, il fallait trouver une astuce pour lier les deux histoires. Et donc là, peut-être que tu peux montrer, on a mis, il y a des choses justement, des pages intercalaires qui lient les deux histoires. Donc ça, Derek a créé des illustrations. On est allé chercher aussi dans les croquis qu'il avait. Les textes, c'est moi qui les ai écrits. La maquettiste a proposé justement de l'habillage. Au début, donc cet habillage, on a montré à Derek qui au début, ça lui convenait pas. Donc on a modifié pour aller dans son sens. Lui, Derek nous a dit, ah non, cet habillage, j'aime pas. Est-ce qu'on peut plus aller dans cette direction? Et il nous a envoyé des exemples. Donc voilà, donc vraiment un gros un gros boulot éditorial qu'en fait que finalement personne ne voit, mais c'est pas juste j'achète les droits d'un livre et puis je reprends tel quel, quoi. Ça, en fait, ça franchement, ça m'intéresse pas. Donc tout ça c'est fait. Le choix du papier est fait à ce moment-là? Sur le façonnage, il y a quelqu'un au sein du groupe Bambou qui centralise tout le façonnage, donc c'est-à-dire épaisseur du carton, épaisseur du papier. Si on met du vernis sur les couvertures, par exemple, il y a quelqu'un qui centralise chez Bambou toutes les couvertures et qui est spécialiste de ça. Donc, on en parle brièvement, elle me dit voilà, on va prendre tel papier, mais je pense que la personne a beaucoup plus d'expérience que moi, donc je lui fais totalement confiance. Donc c'est à ce moment-là en fait que Bambou intervient dans le process, c'est vraiment le choix du papier, la couverture, oui. et qui est une grande aide finalement pour toi, et qui peut être au travers d'un contrat avec un imprimeur ou quelque chose comme ça va réduire potentiellement les coûts de production. Ouais, c'est exactement ça. Bambou travaille toujours avec les mêmes imprimeurs. C'est toujours, moi je vois sur mes albums, c'est toujours le même papier. En fait, chaque label de Bambou a un peu un papier ou un format spécifique. Donc ça, c'est assez facile, ça, finalement. Ok. Tu as sorti récemment 2 titres, donc Don Cross qui est juste là et Traqué dans l'espace qui vient de sortir. Combien de temps se passe entre l'idée qui naît dans la tête de l'auteur et la sortie en librairie française? Ça va très vite parce que comme c'est du rachat de droits, c'est des albums qui sont déjà existants. Par rapport à la création, c'est beaucoup plus facile à gérer. La gestion du temps est beaucoup plus facile. Je dirais 8 mois en gros. Entre le moment où j'ai identifié un album et le moment où il sort, je dirais 8 mois à peu près. D'accord. Et on parlait notamment de développer, de promouvoir l'image du label. Ça passe par quoi? Ça se fait comment? Alors je suppose qu'une interview comme ça, forcément, ça en joue aussi. Mais toi, de ton côté, tu fais comment pour développer cette image et pour essayer de faire découvrir au grand public aussi les titres que tu publies du coup? Donc moi, je m'occupe du coup de gérer la page Instagram d'Aventurier d'ailleurs, mais à côté il y a quand même des attachés de presse dans le groupe Bambou qui s'occupent de la promotion des livres. Il y a aussi des personnes qui s'occupent de mettre en place c'est pas des opérations commerciales, mais des opérations pour faire la lumière sur les albums. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui je suis pas très bon là-dedans, donc je me laisse porter. Donc eux apportent des idées, donc moi je peux en apporter également, mais tout est sujet à discussion en fait. D'accord. Donc c'est surtout sur ces parties-là en fait, donc couverture, maquette, papier et communication publicité que Bambou va intervenir, et également sur le fait de, effectivement, comme tu le disais, veiller à ne pas déborder ou ne pas aller sur des titres qui seraient potentiellement des titres problématiques pour Aventurier d'ailleurs, qui ne se vendraient pas par exemple, qui restent dans la ligne éditoriale d'Aventurier d'ailleurs. Ouais, c'est ça, le but c'est surtout étant au début de cette structure-là, moi parfois je me rends compte que j'ai une sensibilité peut-être un peu trop underground, et des fois où est-ce qu'on met la barre? Il ne faut pas aller trop loin parce que ça va vite en fait. Les ventes des livres
sont plutôt correctes, mais c'est pas la folie non plus. Et il faut pas, en fait, il faut réussir à instaurer dans l'esprit des libraires une spirale un petit peu positive, que eux soient en confiance en se disant un bon aventurier d'ailleurs. Ça va, on peut en prendre parce que les gens apprécient, ça se vend bien, mais il suffit de 3-4 titres qui se vendent vraiment mal, justement pour que les libraires soient plus réticents. Oui. Donc il faut faire vraiment, vraiment attention, c'est pour ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément avec Bamboo, et c'est qu'il y a un plan qui est mis en place sur le long terme, que le discours, c'est il vaut mieux, bon, en gros, tu fais à peu près 10 titres dans l'année, mais s'il n'y en a que 9 qui sont vraiment bien, on n'en fait que 9. On ne va pas sortir un titre ou bourriner pour publier énormément de titres, pour être au risque que ce soit des titres qui ne soient pas hyper bons, quoi. Donc j'essaie, effectivement, on me pousse plutôt vers le fait de trouver des titres les meilleurs possibles, en fait, pas publier pour publier. Et c'est d'ailleurs ce que font un peu 404 graphiques avec 6 titres par an grosso modo, ou même le label 619 qui cette année a publié très peu de titres, donc bon, c'est pas du tout déconnant. Je pense qu'on a fait le tour de la mission d'un responsable éditorial. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on revienne un peu sur ton parcours personnel qui peut être notamment intéressant, parce que avant d'être responsable éditorial des Aventuriers d'ailleurs, tu as d'abord créé une autre maison d'édition. D'ailleurs, le nom est toujours présent sur l'ancienne, et qui était les Aventuriers de l'étrange. C'est quoi ton parcours professionnel avant de fonder les Aventuriers de l'étrange ? Je vais faire dans les grandes lignes parce que c'est un peu long. Ouais. Je ne viens pas du tout du monde de l'édition. Moi, j'ai fait des études d'architecture. J'ai quand même plutôt fait des études artistiques, des études d'art appliqué, d'architecture et d'art du spectacle. Et j'ai travaillé, donc, comment dire ? J'ai fini mes études d'architecture. Pour finir mes études d'architecture, je suis allé à Paris. Moi, je suis originaire de Saintes, mais je suis allé à Paris pour finir mes études. Mais je connais absolument rien en architecture. Je suis jamais allé sur des chantiers. Donc, à la fin de mes études, moi, ce que je voulais, c'était rester à Paris. Donc, il fallait que je trouve du travail rapidement. Mais comme dans l'architecture, j'étais bidon, donc je me suis retrouvé un petit peu par hasard dans des postes d'agent administratif pour des grandes administrations publiques, type Conseil d'État, ministère des Sports, Centre Pompidou, enfin ce genre de choses. En fait, je remplaçais des gens qui étaient en arrêt maladie ou en congé maternité. Donc j'ai fait plein de missions comme ça, entre 6 mois et 1 an. Donc j'alternais entre période travaillée et période de chômage. Donc ça a duré pendant bien 10 ans. Mais le souci, c'est qu'en procédant comme ça, on n'évolue jamais. Donc déjà, c'était des emplois qui m'intéressaient pas forcément. J'avais l'impression que je sois là ou pas, il y avait zéro impact en fait. Donc au début, quand on a 25 ans, on fait l'effort, mais 10 ans après, quand on voit qu'on n'évolue pas, on n'a plus envie de faire l'effort. Ouais, on s'essouffle. Exactement. Donc sur mon dernier poste, donc là qui était pour le coup un poste où je suis peut-être resté 2 ans, je pense. C'était dans une école d'art appliqué et j'étais j'étais le lien entre les élèves et les professeurs. J'étais un peu la nounou des élèves. S'ils avaient des problèmes pour trouver des stages, je leur donnais un coup de main. Enfin voilà, donc je veillais sur leur sécurité sociale, je leur donnais un coup de main. Donc j'étais un peu leur nounou. Je me suis fait licencier de cet emploi-là. Pour moi, c'était
c'était un peu la fin du monde. Je dis mais comment est-ce que je vais faire, parce que c'était un truc qui était plutôt stable, c'était un peu chiant mais c'était un peu stable. Le rapport, le relationnel avec les élèves et les profs était plutôt bon. Et c'est vrai qu'en discutant avec un des profs, il m'avait dit mais attends, mais prends ça, envisage les choses différemment. Est-ce que c'est pas l'occasion de rebondir ailleurs sur des choses qui te plaisent vraiment? Et donc sachant que j'avais en fait ce poste m'avait généré beaucoup de droits chômage. Moi je dessine un petit peu depuis toujours, et je me suis dit bon bah voilà, là j'ai plein de chômage, je me mets à dessiner et c'est tranquille quoi. Je vais être des dessinateurs de BD et aucun problème. Ouais, donc tu avais déjà une affinité pour la BD. Oui, parce que je dessinais un peu, j'avais fait aussi une formation de bande dessinée. Je dessinais un peu comme ça et je trouvais que c'était cool. Et donc là, je me suis dit, bah oui, oui, il a raison. Peut-être que là, c'est l'occasion d'aller vraiment sur des choses qui te plaisent. Sauf que je me suis rendu compte que dessiner 1 heure par-ci par-là, c'était cool, mais 6 heures par jour, c'était horrible. Je détestais, c'était super dur. En même temps, j'ai rencontré des auteurs qui m'ont expliqué concrètement leur métier. Et je me suis rendu compte que j'allais dans le mur, parce que même des gens qui avaient 1000 fois plus de talent que moi, c'était hyper compliqué. Donc j'ai voulu voir, comme je trouvais quand même le milieu, je trouvais le milieu cool. Je connaissais absolument rien, mais je trouvais le milieu cool. Donc je me suis dit, mais comment ça se passe de l'autre côté, du côté des éditeurs? Donc je me suis débrouillé pour aller faire des stages dans des petites maisons d'édition, comme ça et là par exemple. Et là, j'ai découvert ce qu'était une ligne éditoriale, j'ai découvert ce qu'était le métier d'éditeur, et je me suis rendu compte que ça correspondait bien plus à mon tempérament. En gros, éditeur, c'est un gars c'est un super gérant qui essaie de mettre des projets en place, quoi, et qui suit les projets pour qu'ils voient le jour. Donc c'était plus en adéquation avec ce que j'étais. Et je me souviens, après ces deux stages chez Ça et Là et les éditions du Long-Bec, qui ont malheureusement disparu, je me souviens que je suis parti, c'était pendant l'été, j'ai pris mon vélo, je suis parti pendant plus d'1 mois à travers l'Europe tout seul. Et en fait, ça a cogité dans ma tête. Et je me suis dit, bah ouais, mais Marc... t'as pas d'emprunt, t'as pas de famille, t'es pas marié, t'as pas d'enfant. En fait, qu'est-ce qui t'empêche de tenter l'expérience si tu te gamelles, comme t'as pas d'argent, et du coup, t'en perdras pas beaucoup. T'emmènes personne avec toi. Qu'est-ce que tu risques? Et quand je réfléchissais, je voyais par rapport à mes frères et mes sœurs qui ont des crédits sur leur maison, en fait, qui ont des impératifs de vie. Donc je me dis, mais eux, ils peuvent pas se permettre ça, donc vas-y, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait toutes les démarches possibles pour me faire accompagner, pour créer une maison d'édition. J'avais pas du tout de réseau, absolument rien. Au début, ça a commencé, j'avais fait une liste d'auteurs que j'aimais bien, avec qui dans l'absolu j'aimerais travailler, sans me soucier si c'était possible ou pas, hein. Juste des gens que j'aimais bien. Il s'est trouvé que sur cette liste-là, il y a une personne avec qui ça a été possible de travailler, et ça a été le déclic de tout. Dans le même temps, je pense que j'ai eu énormément de chance, parce que j'avais pas d'argent, donc j'ai pu faire un emprunt à la banque, avec le recul pas suffisamment important. Pour la banque, le secteur du livre est un secteur à risque. Ouais. Et je pense avoir eu énormément de chance, parce que je suis tombé sur un conseiller qui allait changer de poste. Moi, j'avais quand même bien potassé mon truc. Je suis assez bon élève, donc j'avais un bon dossier. Et je pense que le gars s'est dit, bon, lui, il a l'air à peu près de savoir où il va. C'est un peu risqué, mais allez, j'y vais. Je lui accorde. Ouais, là, je pense qu'il y a eu il y a eu pas mal de chance à ce niveau-là. Donc, à un moment, tout c'est un petit peu comme si toutes les planètes s'alignaient au même moment, et c'est allé très vite entre la création juridique de la structure Aventurier de l'étrange, et puis la publication du premier livre. Il s'est passé peut-être 4 mois, je crois. D'accord. Oui, parce que les Aventuriers de l'étrange ont été fondés en novembre 2017. Exactement. Donc, en gros, en mars, tu sortais ton premier tome. C'est exactement ça. Ouais, donc c'est assez rapide. Et pour revenir un peu sur le leitmotiv, effectivement, donc ton amour et ton attirance pour le dessin,
le capital risque zéro, du coup, le fait de pouvoir se lancer, et les différents stages qui t'ont permis de découvrir du coup le métier d'éditeur. Et pour moi, ça avait du sens, en fait, parce que j'avais perdu 10 ans en fait, à faire des choses qui n'avaient pas énormément de sens pour moi. Là, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui a du sens? Et je suis lecteur de BD depuis longtemps. Comme je disais, je dessine un petit peu, j'aime la littérature. Et pour moi, le livre, c'est quelque chose qui a du sens. Raconter des histoires, émerveiller les gens, c'est hyper important, en fait. Donc je me suis dit, bah, vas-y à fond, quoi. Et donc c'est au début, le fait de travailler avec des auteurs étrangers, c'est pas un choix, hein. Au début, c'est parce que c'est moins cher de faire du rachat de droits que de la création, tout simplement. Ouais. Donc c'était une contrainte financière. Mais je me suis rendu compte petit à petit, en développant des réseaux en Espagne, en Roumanie par exemple, que toutes ces histoires, tous ces albums que je publiais, même s'il y avait des courses-poursuites à fond la caisse, des sorcières, des monstres, du fun, de l'aventure, mais en fait en creux il y avait quand même toujours des petites questions un peu universelles qui étaient posées, comme je sais pas, comme l'héritage du passé, la fougue de la jeunesse, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite finalement que ces grands thèmes universels traités par des cultures et des sensibilités voisines de la nôtre, eh ben, il y avait un petit charme différent, un petit décalage que j'adore en fait. Et maintenant, je cherche vraiment que ça. Même quand je fais de la création, je m'adresse à des auteurs que je connais, qui sont à l'étranger, qui ont leur propre sensibilité. Et je trouve formidable, par exemple, que si je prends un exemple sur un album sur les contes de Grimm, je trouve formidable qu'un conte allemand soit adapté par quelqu'un qui vient de Roumanie pour une maison d'édition française, maquetté en Espagne. Je trouve ça formidable en fait, parce que tout le monde apporte sa sensibilité, et c'est la culture qui traverse les frontières en fait. C'est marrant ce que tu dis, parce que sur le fait d'aller choisir des auteurs d'ailleurs, c'est une conversation que j'ai eue récemment avec Nicolas Beaujoin, qui disait que finalement peut-être que l'avenir de la BD ne se trouvait pas en Amérique, mais justement dans d'autres pays, et qu'il fallait chercher en Espagne et en Europe de façon générale. Je connais pas encore très très bien je lis malheureusement pas énormément de comics. Le marché américain, je le connais pas énormément. Là, je commence à le découvrir un petit peu plus, mais je peux pas me prononcer là-dessus. Mais je sais qu'en tout cas, pour avoir voyagé et discuté avec des gens qui sont du coup donc en Europe, l'Espagne c'est un peu différent, parce que l'Espagne, même si c'est par rapport à la France, ça n'a absolument rien à voir. Il y a quand même une bonne culture du dessin en Espagne. Ouais. Mais pour aller sur des pays, je sais pas, de Scandinavie ou d'Europe de l'Est ou en Grèce par exemple, en fait, il y a des sensibilités qui s'expriment partout, et qui sont comme dans plein de pays. Il n'y a pas de marché de bande dessinée, ou très peu. Les auteurs, finalement, sont un peu sans filtre. Ils sont pas tenus par un marché. Ils ont énormément de liberté. Alors ça part dans tous les sens, hein. Il y a des trucs qui sont absolument pas aboutis, mais cette grande liberté, c'est vraiment une grande richesse. Et j'ai l'impression de revenir un petit peu. Alors je l'ai pas connu, mais c'est en lisant des études et plein de choses. J'ai l'impression, en allant chercher et découvrir des gens dans des pays où il n'y a pas de marché de bande dessinée, de revenir un petit peu à ce qui se faisait peut-être en France dans les années 60. D'accord. Pour revenir sur du coup les aventuriers de l'étrange, donc en mars 2023, tu fais part de grandes difficultés financières pour la structure, donc 5 ans après. Et d'ailleurs, tu indiques dans un courriel annonçant la sortie de la sorcière de Wickerson que ce serait peut-être la dernière. À ce moment-là, tu as publié combien de livres sous le label Les Aventuriers de l'étrange, et comment t'en es arrivé malheureusement à avoir ces difficultés financières et à la fermeture de Les Aventuriers de l'étrange?
Alors déjà, bravo, parce que pour être allé chercher toutes ces choses-là, bravo, parce qu'il y a eu du boulot. Merci. Donc ouais, effectivement, La sorcière de Wickerson a été le dernier album, mais c'était aussi la première collaboration avec Derek. Ouais. Il y a eu, pendant 5 ans que la structure a existé, il y a eu 35 livres, ce qui est pas mal finalement. Ouais. Les difficultés, je les ai perçues assez vite. Donc déjà dans les premiers livres, peut-être les 3-4 premiers livres, financièrement j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai trop payé, j'ai trop imprimé, je suis absolument content du résultat des livres. Ça, c'est pas le problème. Mais les finances n'ont pas du tout été optimisées. Ce qui fait que, en fait, très vite, j'ai été en difficulté financière. Je pense dès la 2e année, ça a été compliqué. D'accord. Principalement parce que même si c'est des livres parce qu'après j'ai réduit la voilure, je suis allé chercher des subventions à droite et à gauche. Malgré ça, ça a été très compliqué parce que je me suis vite rendu compte que ma diffusion était pas optimale. Je travaillais avec Macassar qui faisait ce qu'il pouvait. Mais malheureusement, c'est quand même un diffuseur et un distributeur de 2e division. Oui. Et les livres étaient, même si je me débrouillais, plus ça allait, moins je faisais des livres chers. Et ben en fait, j'arrivais pas à les rentabiliser. C'est-à-dire, pour donner un exemple, j'imprimais à 1500 exemplaires. Pour qu'un album soit rentable, il fallait qu'il y ait à peu près 600 ventes en librairie. Ok. Et 300 ventes directes. D'accord. Donc les ventes en librairie, c'est extrêmement rare que j'ai atteint les 600 ventes en librairie. Donc tous les week-ends, je faisais au moins 20 à 25 salons par an. Donc tous les 2 week-ends, j'étais parti à droite et à gauche pour faire de la vente directe en fait. Donc ma partie à moi, mais à peu près 300 ventes en vente directe, sans auteur, parce que des auteurs, je ne pouvais pas les faire venir parce que c'est cher de les faire venir. Et ben en fait, j'y arrivais. Je me suis rendu compte sur la dernière année où ça a été la fin finalement, les albums qui commençaient à être rentables, c'était ceux qui étaient sortis 3 ans avant. Et c'est pas possible d'avoir 3 ans d'avance de trésorerie. Donc voilà, donc principalement, je pense que ma communication était pas bonne. La diffusion faisait ce qu'elle pouvait, mais c'était pas suffisant. Et donc les retards de paiement se sont enchaînés. Heureusement que ce qui a tenu la structure, c'est que j'ai un excellent rapport avec les auteurs et avec l'imprimeur. Depuis le début, je travaille avec le même imprimeur. J'ai jamais caché les choses. J'ai toujours essayé de trouver des solutions. Les auteurs savaient que si j'avais des retards de paiement, c'était pas pour m'acheter une Mercedes, que je faisais au max du max. Mais au bout d'un moment, c'était plus du tout tenable. Il y a des gens de ma famille qui m'ont prêté de l'argent. Vraiment, tout le monde a fait le maximum pour que la structure continue. Et honnêtement, je pense qu'au bout de la 2e année, elle aurait pu mourir dès la 2e année si je ne m'étais pas acharné comme je me suis acharné à essayer de trouver des solutions pour que ça continue. Et à la fin, c'était trop dur. Je faisais en moyenne 6 livres par an, peut-être même 7 livres par an. Mais sur la dernière année, il y avait plein de projets qui étaient prévus et je ne pouvais pas les faire parce que ça me mettait aussi très très mal de voir que les auteurs faisaient tout leur maximum, ils avaient un talent incroyable et moi, je n'étais pas en mesure de donner suffisamment de visibilité à leur travail. Et c'est peut-être ça qui me faisait le plus mal. Donc sur la dernière année, il n'y a eu que 3 livres et la structure... la structure serait morte. Si Bambou n'était pas intervenu, la structure serait morte. Ok. Donc, peut-être un manque de formation vis-à-vis du financement et du
combien de livres je dois imprimer, combien de livres je dois vendre pour avoir un équilibre un équilibre du coup financier. Tu parles aussi de manque de visibilité des albums et notamment d'un problème de com en interne. Est-ce que pour toi, les livres que tu as vendus ont été noyés aussi dans la masse du marché de la bande dessinée et du comics? Et est-ce que tu penses que l'indépendant sur le marché a du mal à exister parce que la BD en France aujourd'hui c'est complexe et parce qu'on est aussi dans de la niche en fait? C'est mon sentiment, comme beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup trop de livres. Je te rejoins. La bande dessinée, même si en France et Belgique, c'est par rapport aux autres pays, c'est incroyable, mais n'empêche que c'est quand même un marché de niche. Donc oui, trop de livres. Je sais pas comment. Honnêtement, je pense que sans une diffusion et une distribution de qualité, je vois pas comment c'est possible de tenir dans le temps. Alors d'autant plus maintenant parce que le nombre de titres a complètement explosé. Je suis très admiratif de maisons d'édition indépendantes comme Ça et Là par exemple qui existent depuis 20 ou 25 ans, qui tiennent, qui sont hyper cohérents, qui ont un modèle économique super viable, mais ça c'est extrêmement rare. Et mis à part, donc, je vois des petites maisons d'édition que j'aime bien, par exemple comme Ilatina ou Uber Édition, qui utilisent du financement participatif pour pouvoir s'en sortir. Mais je pense qu'à force on s'épuise. J'espère que ces maisons d'édition vont durer le plus longtemps possible parce qu'elles font du bon travail. Mais c'est beaucoup plus d'énergie que lorsqu'on est diffusé correctement. Et même en étant diffusé correctement, c'est hyper compliqué. Oui, c'est ce que tu dis depuis le début en fait, et on le voit au travers de l'interview, c'est que tu, déjà précédemment sur Les Aventuriers de l'étrange, tu as donné énormément de ta personne, tu as donné énormément de temps. Tu parlais de 25-30 festivals le week-end, c'est quand même 25-30 week-ends de prix sur les 52 de l'année, plus le temps. Là aujourd'hui, on est samedi, on fait l'interview. C'est pas donné à tout le monde de travailler le samedi non plus, donc c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Alors après 6 ans, Les Aventuriers de l'étrange devient Les Aventuriers d'ailleurs pour Bambou Édition. Comment se passe la transition? Est-ce que c'est toi qui démarches pour sauver Les Aventuriers de l'étrange? Tu es démarché? Qu'est-ce qui te séduit finalement dans l'idée de ce partenariat avec Bambou? Alors, ça faisait donc Aventurier de l'étrange, ça faisait assez vite, dès la première année que j'ai identifié qu'il y avait des problèmes de communication, de diffusion. Donc je pense que dès la deuxième année, j'ai commencé à démarcher plein non, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, les autres diffuseurs pour essayer de changer de diffusion. Soit on me répond pas, soit on botte en touche, soit c'est... Franchement, la diffusion et la distribution, c'est un monde. Je comprends pas. On a l'impression d'aller passer des castings. C'est extrêmement compliqué. Quand on est petite maison d'édition, c'est quasiment impossible de travailler avec les 3-4 structures de diffusion et de distribution valables entre guillemets. Donc à force de contacter tout le monde et plusieurs fois, de revenir à la charge et de revenir à la charge tout le temps et de voir que ça n'aboutit pas. En fait, à un moment, je me suis dit, je connaissais pas du tout. Je connaissais quelques albums de Bambou, mais je savais pas du tout que c'était un groupe qui ça englobait Fluide Glacial.
et d'autres. Et donc, un petit peu en désespoir de cause, j'aimais bien. Donc, je me suis quand même renseigné avant de. Donc, c'est moi qui ai contacté Bamboo. Je me suis quand même. Au début, je ne connaissais pas plus que ça, mais je me suis renseigné. On m'en disait énormément de bien. Il y a quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui connaissait et qui me disait que humainement, c'était un groupe qui avait des bonnes valeurs. Moi, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Et donc, j'ai envoyé je me suis dit, ouais, pourquoi pas. J'étais très admiratif en fait, du parcours de Olivier Sulpice, le gérant de Bamboo, de tout son parcours depuis X années. Et donc, je lui ai, en fait, j'ai envoyé un message, un email, sur la. En fait, j'avais pas son email personnel, donc sur la boîte contact de Bamboo, en fait, en expliquant ma situation, tout simplement. Et au début, c'était plus je savais que Bamboo avait créé sa propre diffusion, et au début, mon idée, c'était plutôt en fait, d'intégrer cette diffusion-là. Donc j'ai envoyé un mail et ça a été assez vite, je pense de mémoire, c'était peut-être en mars ou avril de 2023. Et peut-être 2 jours après, Olivier m'a appelé en direct. On a échangé, on a dû s'appeler, il a dû m'appeler peut-être 2 ou 3 fois, et il m'a dit, donc je lui ai envoyé moi de mon côté que les albums pour qu'il voit plus précisément. Je suis allé, il m'a dit ouais bon, je sais pas, on verra, mais il faut qu'on se rencontre. Donc ça, du coup, les premiers échanges, c'était en mars. Et il m'a dit bon, il faut qu'on se voit, parce que du coup, je préfère voir les gens. Ça marche ou ça marche pas, mais moi, je préfère voir les gens. Et je suis allé à Mâcon au mois de juin, donc 3 mois plus tard. Et ça s'est très bien passé, on s'est entendu, et dès 1 mois plus tard, la structure était créée juridiquement. Donc ça est allé hyper vite. Quand tu penses à ces 6 années passées sous le label Aventurier de l'étrange, est-ce que tu considères cela comme un échec ou comme une victoire finalement, le fait d'avoir quand même fondé les Aventuriers de l'étrange et être parti de zéro dans un métier qui est malgré tout un métier à risque, comme tu as pu le montrer au travers de cette interview? Quelles leçons t'en tires? Et aujourd'hui, est-ce que tu es content d'être sous le label des Aventuriers d'ailleurs avec Bamboo? Pour être tout à fait honnête, c'est vrai que ça me rend triste de pas avoir réussi tout ça. Le fait de partir de zéro et d'avoir monté un truc, en fait, je me pose pas la question, parce que j'ai l'impression que n'importe qui aurait fait ça. C'était dans le mouvement, quoi. Il fallait aller au bout du truc. Pour moi, c'était important. Je me sentais redevable par rapport aux auteurs. Et même si c'était dur, franchement, c'était bien. C'est grâce à ça, c'est grâce aux Aventuriers de l'étrange que j'ai fait les plus belles rencontres de ma vie, avec les auteurs, avec tout le monde. Mais après, oui, c'est vrai que ça me rend triste de ne pas pouvoir avoir réussi tout seul. Certains ont réussi, pas moi. Mais après, je me dis, est-ce que je suis, vu mon tempérament, mon mode d'organisation et plein de choses, est-ce que j'aurais pu faire plus que ce que je n'ai fait? Je ne suis pas sûr, en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait le max. Donc même si au fond, ça me rend un peu triste, mais c'était le bout de quelque chose, et grâce à ça m'a permis en fait de m'aguerrir, parce que quand j'ai commencé, franchement, c'était complètement la fleur au fusil, je connaissais absolument rien. Donc c'est 5-6 ans d'entraînement. Maintenant, je connais plus de choses, j'ai du réseau, je sais à peu près ce qu'il faut faire, je sais où je veux aller, je sais comment c'est possible d'y aller. Et je pense que c'est le hasard des rencontres. Même si c'est moi qui ai démarché Bamboo et Olivier, je pense que c'est pour le coup, je tiens à le dire aussi, c'est les seuls que j'ai démarchés. J'ai démarché personne d'autre, parce que
encore une fois, le relationnel, c'est très important. Et au travers d'interviews que j'avais pu voir, je me dis, ah ouais, ça peut peut-être matcher. On a un peu les mêmes valeurs, donc ça peut le faire. Et je suis extrêmement content parce que ça me permet de continuer avec des auteurs que j'aime, être épaulé par des gens qui me comprennent. Alors oui, évidemment, il y a des enjeux économiques qui sont bien plus importants que quand j'étais tout seul. C'est évident, il y a des compromis à faire que je ne faisais pas quand j'étais tout seul, mais peut-être que c'est tout ça qui structure et qui cadre Aventurier d'ailleurs, et que j'ai besoin de ça en fait, pour vraiment aller dans le bon sens, pour pérenniser la structure. Je me souviens mais ça m'émeut encore, hein, quand Olivier m'avait reçu, il y avait 2 autres de ses collaborateurs. En fait, il m'avait demandé, mais comment tu te vois dans 10 ans? Et ouais, tu vois, même encore, ça m'émeut en fait. En fait, dans 10 ans, j'ai juste envie de continuer à travailler avec des auteurs que j'aime, de faire des BD qui peuvent émouvoir les gens, les émerveiller, les faire rire. J'ai juste envie de continuer en fait. Et ça, grâce à Bamboo, c'est possible. Avec aussi une structure, avec de la communication optimisée. Parce qu'au final, même si je dis je dois faire un peu de compromis, oui, mais au final, c'est... En fait, là, il y a eu 16 albums qui sont sortis, donc Traqué dans l'espace, c'est le 16e qui va sortir mercredi prochain. Il n'y a aucun album qui m'a été imposé. Tous les albums, c'est moi qui les ai choisis. Parfois, il a peut-être fallu batailler un petit peu pour les imposer, mais je pense que je suis pas... Après, je connais pas comment ça fonctionne dans les grosses structures, mais là, avoir autant de liberté, qu'on me fasse autant confiance, ça n'a pas de prix, vraiment. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Marc-Antoine pour tous ces mots et tous ces échanges qui nous éclairent un petit peu plus, et sur le métier de responsable éditorial, et sur tout ton parcours professionnel qui est très très intéressant et très riche finalement. Merci également pour les albums que tu publies, parce que moi j'ai beaucoup apprécié Dunk Cross, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai retrouvé ce petit côté un peu Mike Mignola d'une certaine manière, un peu plus enfantin certes, et c'est ce que je disais dans ma précédente review, c'est que j'ai l'impression que on est à l'orée d'un nouvel univers, et tu m'as confirmé tout à l'heure que ça allait être le cas, donc c'est chouette. Faites un tour du côté des aventuriers d'ailleurs, vous verrez qu'il y a des albums qui sont pour tous les goûts et tous les âges. Voilà, Dunk Cross, c'est du 10 ans minimum. Le Trésor de la terre, des terres des ruines, moi je l'ai lu avec mon fils, c'est très accessible. Bot9, un récit sans texte, donc on est uniquement sur du graphique. Et puis Traqué dans l'espace qui va sortir là, qui est un peu plus verbeux et qui s'adresse à un public un peu plus mature. Combien d'albums encore cette année à prévoir ? Cette année 2025, 9. Donc il y en a 2, il y en a un qui sort en juillet et 2 en août. Et puis donc là on est en train de caler le planning de 2026, et on sera sur 10-12 albums. Il y a des choses qui sont encore à signer et finaliser, mais ce sera à peu près ça. Le but, c'est d'avoir un album par mois en gros. Ouais. Bon bah super, je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour les aventuriers d'ailleurs et dans leurs futures publications. Merci beaucoup pour le temps passé, c'était un plaisir pour ma part, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger plus tard. Merci beaucoup, c'était cool. Merci.